Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, on va parler de la façon de devenir avocat aux États-Unis et de l'exercice de la profession d'avocat. Tout d'abord, on va commencer par les études de droit. Alors, la première étape en matière pour faire des études de droit, c'est de commencer par avoir un undergraduate degree. Et là, il y a une différence fondamentale avec ce que l'on connaît en France et ce que l'on connaît dans beaucoup de pays européens. C'est le fait qu'on commence par une faculté non spécialisée. On va à l'université, on prépare un diplôme en 4 ans, dont seulement les deux dernières années sont spécialisées. Mais ce diplôme, à la fin de ces 4 années, on passe un undergraduate degree, il n'est pas spécialisé en droit. Il n'existe pas de undergraduate degree spécialisé en droit. Donc pendant les 4 premières années à l'université, on fait autre chose que du droit. Alors on peut faire de la science, on peut faire de l'art, on peut faire de la philosophie. Et ce n'est qu'ensuite, une fois que l'on a ce diplôme, que l'on peut demander à intégrer une université de droit, une faculté de droit. Alors on va intégrer ce qu'on appelle une law school. Et pour l'intégrer, c'est très sélectif, on parle d'environ 10% des candidats qui sont admis. Il faut passer le fameux examen qui est le Law School Admission Test. Si vous obtenez cet examen, alors vous pouvez intégrer une law school et donc commencer des véritables études de droit. Alors les études de droit, elles se déroulent en 3 ans majoritairement. On prépare ce qu'on appelle un GD, un Juris Doctor. La première année, c'est une année généraliste. On fait les matières qui sont considérées comme essentielles. Ça va du droit des contrats, la responsabilité, la propriété intellectuelle, la procédure, le contentieux. Et ensuite, la deuxième et la troisième année vont être des années de spécialisation. Pendant ces années, on va faire beaucoup de pratiques. Alors il y a évidemment les stages, mais ils ne sont pas obligatoires. Il y a les cas pratiques, il y a les mises en situation. Alors les mises en situation, c'est à la fois des mises en situation intellectuelles, c'est-à-dire qu'on va vous demander de résoudre un cas juridique, mais également physiques, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans des situations de stress comparables à celles que pourrait connaître un avocat, qu'on pourra connaître d'ailleurs un avocat lors de sa carrière. Donc la mise en situation va plus loin que le simple examen oral ou que le simple cas pratique. Et il y a également, j'ai oublié de le mettre sur la diapositive, beaucoup d'études de cas. C'est-à-dire que vous allez étudier des procès, vous allez étudier des procédures qui ont eu lieu ou qui sont en cours afin de pouvoir comprendre comment fonctionnent les tribunaux et le droit. À la fin de ces 3 années, donc, vous êtes Juris Doctor si vous avez les examens. Et vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Donc là, on est déjà à 7 ans d'université, puisqu'on a déjà notre undergraduate degree, qui est 4 ans. On a 3 years of law school, et on peut, à la suite de cela, si on le souhaite, faire un master of law. Alors, un master of law, c'est un LLM, c'est une année supplémentaire qui permet une spécialisation supplémentaire, mais qui n'est pas obligatoire. Alors, juste pour information, le juris docteur, ce n'est pas l'équivalent du doctorat. En revanche, ce que l'on appelle doctorat, c'est la PhD. C'est encore moins nécessaire. Alors pour devenir avocat, une fois qu'on a fait ses études de droit, il faut plusieurs choses. Alors la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'aux États-Unis, on est dans le cas d'un État fédéral. Un État fédéral de 50 États. Cela veut dire que les modalités d'examen varient autant qu'il y a d'États. Même si globalement il y a un socle commun, les examens sont différents d'un État à l'autre et le droit fédéré est différent d'un État à l'autre, il ne faut pas l'oublier. Le principe, c'est d'être admis à un bar exam, l'examen du barreau. Une fois que vous êtes admis à cet examen, vous pourrez exercer, je vais y revenir. Cet examen, il y a plusieurs types d'examens. En fait, c'est extrêmement varié. Il y a des mises en situation, il y a des oraux, il y a des dissertations, il y a des QCM, il y a des questionnaires à réponses multiples, il y a des questions-réponses un peu plus longues, il y a tous les types d'examens que vous pouvez imaginer. Ensuite, pour devenir avocat, il va falloir aussi respecter certaines conditions morales. On va vérifier si vous êtes quelqu'un de bonne morale, ou plutôt on dirait en français de bonnes mœurs. Et notamment, on va vous demander d'apporter des attestations en ce sens. On va également vérifier que vous n'avez pas de casier judiciaire, donc vous devrez prouver que vous n'avez pas de casier judiciaire. Ensuite, si vous remplissez ces conditions, vous allez devoir prêter serment. Vous allez prêter serment et vous enregistrer auprès d'un barreau.
Et une fois que vous aurez prêté serment et que vous serez enregistré, vous obtiendrez une autorisation d'exercer, a license to practice. Attention, vous ne pouvez vous enregistrer et prêter serment que dans l'État dans lequel vous avez eu le bar exam. Si vous souhaitez changer d'État, il faudra soit obtenir une équivalence, soit repasser le bar exam. Cela dépend des États et des accords entre eux. Une fois en fait que vous avez prêté serment, vous devenez un lawyer. Mais attention, le terme lawyer, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, n'est pas le même que celui qu'on connaît en France. Vous êtes un avocat, mais ça ne veut pas dire que vous allez exercer la fonction d'avocat telle qu'on la connaît. Ceux qui ont prêté serment après leurs études de droit exercent des fonctions aussi variées que, évidemment, avocat tel qu'on connaît, mais également procureur, où ils peuvent être juristes salariés ou avocats salariés dans des entreprises, ils peuvent être fonctionnaires, ils peuvent être professeurs ou ils peuvent être magistrats. Il n'existe pas de cursus spécialisé pour la formation des magistrats. Donc, une fois que vous avez... Alors, les magistrats sont souvent des gens qui vont avoir une certaine expérience du monde juridique, donc probablement pas ceux qui sortent du bar exam, mais vous pouvez très bien exercer en entreprise, puis ensuite devenir juge. Il n'y a pas, comme nous le connaissons, il n'y a pas l'équivalent de l'ENM. Et pour enseigner à l'université, c'est la même chose, il n'y a pas l'équivalent du CNU. Alors, quelles sont les formes d'exercice? Comment exercer quand on est avocat aux États-Unis? Alors, tout d'abord, il y a ce que l'on connaît un peu partout dans le monde, l'entreprise individuelle. Vous exercez comme avocat en tant que sole ownership, c'est-à-dire vous avez votre propre petite entreprise d'avocat. Alors, je dis petite, mais ce n'est pas du tout dans le sens péjoratif, c'est plutôt pour dire que vous êtes seul. Il y a également les entreprises ou l'entreprise à responsabilité limitée, la Limited Liability Partnership, LLP. C'est la forme la plus courante. Alors on parle d'entreprise à responsabilité limitée puisque chaque avocat est responsable de son domaine et dans les limites qui sont prévues par le contrat, par le statut de cette entreprise. Mais alors cette entreprise, elle peut très bien avoir soit 2 avocats, soit des milliers d'avocats. Il y a certaines LLP qui ont des milliers d'avocats partout dans le monde. Donc, soit on est tout seul, soit on est en groupe. C'est un peu ça l'idée. Comment sont composés les cabinets lorsque on est en groupe? Alors, il y a un avocat qui est l'avocat associé. C'est celui qui est propriétaire, en gros, du cabinet. C'est celui qui est en charge, c'est le partner. Alors, si dans les LLP, il y a plusieurs partners. Il y a l'avocat ou les avocats qui sont collaborateurs. Alors attention, les mots sont trompeurs parce qu'en anglais, le collaborateur, c'est associate. Donc ça va être un avocat qui va être salarié du cabinet ou alors qui va avoir un contrat avec le cabinet, de prestation avec le cabinet, mais il ne sera pas propriétaire du cabinet, il ne sera pas partner. Il y a aussi des avocats qui vont être cette fois-ci, alors les mots sont vraiment trompeurs encore une fois, des avocats qui vont être partenaires du cabinet, c'est-à-dire qu'ils vont venir travailler pour le cabinet, soit sur certains dossiers précis, soit ils vont travailler sur certaines thématiques précises, on va les consulter pour des domaines du droit dans lesquels par exemple le cabinet n'est pas spécialisé, et là on parlera de lawyer of counsel. Enfin, les derniers, mais tout aussi importants, personnes travaillant dans les cabinets d'avocats, ce sont des non-lawyers, donc ce sont des personnes qui n'ont pas prêté serment, qui sont ce qu'on appelle les paralegals, et en fait ce sont des personnes qui vont être les auxiliaires, ils vont faire les recherches documentaires, ils vont par exemple aussi rédiger les projets de conclusion, et donc, il va y avoir tout le secrétariat, etc. Toutes ces personnes-là, qui sont souvent les plus nombreuses, eux n'ont pas le statut de lawyer. Ils peuvent être du monde juridique ou non. Pas obligatoire. Et en tout cas, ils n'ont pas passé le bar exam, ou alors peut-être qu'ils l'ont passé, mais ils ne l'ont pas eu. Quelles sont les fonctions de l'avocat? Alors, l'avocat au sens français du terme, c'est celui que l'on va appeler le counsel ou l'attorney. On parle souvent d'attorney quand c'est celui qui plaide, mais ça varie énormément. Le lawyer, finalement, le mot lawyer, il est plus proche du mot juriste tel que nous le connaissons en droit français, mais attention, c'est un juriste qui a le diplôme d'avocat, qui a passé le bar exam. Donc, le mot lawyer, c'est un mot générique qui en regroupe beaucoup de réalités. Par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut regrouper les magistrats, les procureurs, et
Alors, des personnes qui vont exercer aussi, notamment, par exemple, les professions de notaire, puisqu'il n'y a pas d'équivalent de notaire ou d'huissier aux États-Unis. Alors, l'avocat, ce qu'il fait évidemment, la première fonction à laquelle on pense et qui est la plus classique, c'est qu'il conseille son client. Et qu'il représente, pardon, son client, j'ai sauté une ligne. Il représente son client en justice, c'est-à-dire qu'il va, devant les juridictions, porter la voix de son client. Il va aussi pouvoir conseiller son client. Alors, pas forcément devant les juridictions. Il va pouvoir amener des conseils, par exemple, sur la conclusion de contrat, sur quoi faire dans telle ou telle situation. Il va aussi mener des négociations pour son client, pardon pour la faute. C'est-à-dire que ça peut être lui qui va négocier les contrats avec des entreprises pour que son client puisse signer de nouveaux contrats. Il va exercer aussi, je vous l'ai sous-entendu tout à l'heure, il n'y a pas de notaire aux États-Unis, il va exercer les fonctions qu'un notaire exercerait en France pour son client. Par exemple, le conseiller en matière de succession ou l'aider pour des achats immobiliers. Et aux États-Unis, vous le voyez souvent dans les séries télévisées, il est très important, il y a une importance particulière qui est accordée au secret professionnel, ce qu'on appelle le attorney-client privilege. C'est-à-dire que l'avocat ne peut rien dévoiler de ce qui se dit entre son client et lui. Cela signifie notamment, par exemple, que puisque seul l'avocat lui-même est concerné, lors des premiers rendez-vous, on voit souvent que le stagiaire ne peut pas participer à la réunion puisque lui n'est pas concerné. Donc l'avocat, il est tenu par les propos de son client, il est tenu au secret professionnel. Alors comment se font payer les avocats maintenant? Quels sont leurs honoraires? Alors il y a plusieurs façons de se faire payer lorsque l'on est avocat aux États-Unis. Il y a tout d'abord le forfait, donc une somme forfaitaire qui est payée à l'avocat pour le traitement du dossier. On parle de flat fee. Il y a le taux horaire, c'est-à-dire que l'avocat, pour chaque heure qu'il va passer à travailler sur le dossier de son client, va lui facturer une heure, the hourly fee. Il y a des honoraires conditionnels. Alors là, c'est une pratique que nous ne connaissons pas en France. C'est un pourcentage du résultat. C'est que l'avocat ne sera payé que si son client gagne. Donc il a tout intérêt à tout faire pour que son client gagne. Et il obtiendra donc un pourcentage du résultat, et on parle de contingency fee. Alors attention, ces contingency fees sont interdits dans certains domaines, selon les États évidemment, mais par exemple, ça arrive que ce soit interdit en droit de la famille ou en matière pénale. En revanche, on le voit très très souvent pour les cas de dommages, de préjudices qui sont subis, de responsabilité délictuelle, dans lequel les avocats finalement vont chercher des clients qui n'auraient pas les moyens de se payer un avocat probablement autrement. Ils leur disent voilà, si vous gagnez, je prends un pourcentage de dommages et intérêts que vous allez toucher, d'autant que les dommages et intérêts peuvent être très élevés aux États-Unis, puisque on connaît aux États-Unis la pratique des dommages et intérêts punitifs, ce qui signifie que l'on répare plus que le dommage lui-même, contrairement à ce que l'on connaît en France. Alors on a aussi des honoraires qui sont fixés par des normes. Ça veut dire que la loi ou les juridictions peuvent dire que dans tel ou tel cas, le tarif sera celui-ci. On parle alors de statutory fees. Et enfin, on a aussi les provisions, c'est-à-dire que l'avocat peut demander à son client de verser une provision pour le traitement du dossier. Et dans ce cas-là, alors on a un retainer fee et l'avocat va se servir au fur et à mesure de la procédure dans ce montant qui est mis de côté, qui est une sorte de caution sur lequel l'avocat va pouvoir au fur et à mesure alimenter, se faire payer. Enfin, les avocats sont souvent apporteurs d'affaires, c'est-à-dire que quand ils apportent une affaire à un autre avocat, ils vont aussi facturer des frais, on parle de referral fees. Alors quelques mots de vocabulaire, maintenant je vous l'ai dit, le mot avocat, le mot lawyer n'est pas exactement le mot avocat, on parle de attorney ou attorney at law pour l'avocat lui-même tel que nous le connaissons en droit français, de counsel pour l'avocat également. Alors ce mot fait souvent référence à conseiller, donc on a tendance nous à l'utiliser pour tout ce qui est pour les avocats qui font plutôt du conseil que pour ceux qui plaident, mais c'est tout à fait, un counsel peut tout à fait plaider, ce n'est pas un souci. Lawyer, je vous l'ai dit, pardon pour la faute à juriste, c'est celui qui a plus un juriste qu'un avocat, on le traduit par avocat, mais en pratique c'est un juriste, mais qui a l'examen du barreau. La law school, c'est la faculté de droit.
Le bar exam ou bar examination, si on prend le nom complet, c'est l'équivalent du CRFPA. Internship, c'est un stage. Oath, c'est le serment. Case study, c'est l'étude de cas, c'est ce qui va permettre aux étudiants de prendre connaissance de cas qui ont déjà eu lieu, d'affaires qui ont déjà été traitées. Mouth competition, c'est les concours pour des procès fictifs, pardon pour la faute. Et FI, ce sont les honoraires. Alors, je vous rappelle que je vous conseille dès maintenant de travailler l'examen du CRFPA. Regardez la presse tous les 2-3 jours, les grands titres de la presse. Évidemment, en ce moment, l'actualité, c'est le mouvement Black Lives Matter, mais pas seulement. Il faut bien suivre également les élections aux États-Unis et notamment la position dans le cadre de ce Black Lives Matter de Trump et de son concurrent, hein, évidemment, Joe Biden. Et également, je vous conseille de lire un article par semaine et de le résumer avec vos mots. C'est toujours valable, hein. Plus vous allez travailler un petit peu l'anglais régulièrement, plus vous prendrez de l'avance. Lisez à voix haute une partie de cet article. Parlez à voix haute en anglais. Lisez à voix haute en anglais pour vous habituer à prononcer de l'anglais. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la prononciation, alors c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que vous avez un accent français, vous aurez toujours un accent français. Le but du jeu n'est absolument pas de vous faire perdre cet accent, on s'en fiche, le principal c'est que vous soyez capable de vous exprimer en anglais le temps de l'examen pour devenir avocat en France. Donc, je vous le rappelle, travaillez peu, mais régulièrement. Identifiez les thèmes d'actualité. Alors ça, je vous facilite le travail en les identifiant pour vous. Écoutez et lisez les actualités en anglais. Alors, j'ai mis les nouvelles, mais c'est les actualités. Ça, c'est un franglisme. Et la compréhension orale est fondamentale. Je vous le dis, redis, re-redis et re-redis. Plus vous comprendrez de l'anglais, plus vous arriverez ultérieurement à vous exprimer en anglais. Donc écoutez de l'anglais à vos moments perdus. Cela vous aidera nécessairement pour l'examen du CRFPA. Pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris. Je vous remercie pour ceux qui me suivent, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les partages de vidéos. Je vous invite à vous abonner pour me suivre. L'objectif, c'est d'atteindre 4000 abonnés avant la fin de ce mois-ci, donc je compte sur vous. Activez la cloche sous la vidéo pour les notifications et n'hésitez pas à me contacter s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde pour la préparation du CRFPA. Bon courage pour vos révisions, c'est le moment de tout donner, il vous reste quelques mois avant les écrits. N'hésitez pas si vous pensez que je peux faire des vidéos qui vous aideraient et je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.